Beaucoup d'attentes, là. Il faut que je lance des festivités. Merci Marc-Antoine. Bonjour tout le monde. À mon tour de vous remercier d'être là. Marc-Antoine l'a souligné, mais c'est un peu mon sentiment aussi que c'est devenu une tradition là, depuis quelques années de faire ce bilan-là avec vous. Et je pense qu'on peut dire évidemment que 2025 a été une année assez remarquable. Je dirais même une année en fait où le tennis canadien n'a pas seulement performé, mais vraiment qu'il a pris sa place. Plus que jamais, on voit qu'on a un écosystème qui est en santé, un sport qui inspire, qui rassemble et qui peut se projeter vraiment vers l'avenir avec beaucoup d'ambition. Mon principal constat aujourd'hui, c'est que si on regarde un peu les résultats de 2025, je pense pas qu'on peut parler nécessairement juste d'une succession de bons résultats, mais je pense qu'on peut dire que c'est un peu la preuve que notre système fonctionne. Si je replonge un peu dans mes souvenirs et je nous ramène à il y a 20 ans, je pense qu'on peut dire que dans les 20 dernières années, le tennis au Canada a connu une très, très grande transformation. Et on peut dire maintenant qu'à travers ce qu'on fait pour nos programmes, pour nos infrastructures, pour nos initiatives d'équité, pour nos tournois, pour notre travail auprès des communautés, tout le monde travaille ensemble dans le but, avec un objectif très, très clair qui est de rendre le tennis encore plus accessible, d'en faire un sport qui est durable et profondément ancré, je dirais, aussi dans la vie des Canadiennes et des Canadiens. Oui, je sais, il y a le hockey, mais après le hockey, pas trop loin, je pense maintenant, il y a le tennis, non seulement pour la participation, mais aussi pour l'intérêt des Canadiennes et des Canadiens à suivre ce sport-là. Première peut-être bonne nouvelle, même si ce sont encore des résultats qui sont préliminaires et on attend la suite dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais lorsqu'on regarde déjà justement nos chiffres au niveau de la participation, selon les premières données qu'on a reçues, ce qu'on remarque, c'est que justement cette participation-là, elle est en hausse et vraiment un peu partout au Canada. Donc ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et je pense que ça aussi nous permet d'espérer pouvoir atteindre cet objectif qu'on s'était fixé au tout début de notre nouveau plan stratégique qui avait été lancé en 2023, soit de réussir finalement à introduire le sport de tennis à 100 000 nouveaux enfants d'ici 2027. Et je pense qu'on peut dire qu'on est sur la bonne voie pour réussir à faire ça. Lorsqu'on parle de participation à la hausse, bien évidemment, après ça, il faut avoir aussi les infrastructures pour être capable de permettre à ces gens-là de jouer. Et donc, sans surprise, je vous dirais que l'accessibilité, ça demeure au cœur de notre mission. Je pense que grâce à nos deux programmes d'infrastructure, on a vu le cours de Banque nationale et le programme des cours couverts publics avec Rogers, tranquillement mais sûrement, on est en train de changer un petit peu l'histoire, je dirais, au niveau de l'accessibilité, au niveau de la pratique à longueur d'année pour le tennis. Donc, des dizaines de projets qui ont été réalisés, que ce soit à travers des terrains revitalisés, des nouveaux terrains ou des terrains qui ont été couverts et qui permettent maintenant de pratiquer ce sport-là à longueur d'année, ce qui n'est pas rien, au final, on est en bonne voie aussi là d'atteindre nos cibles, mais si on regarde depuis le lancement en fait de ces deux programmes-là, quand même, c'est 100 cours extérieurs qui ont été soit construits ou revitalisés et 77 terrains de plus qui sont couverts. Je me souviens, lorsqu'on a annoncé la mise en œuvre là, de ce programme-là il y a quelques années, on disait qu'au total, on avait seulement 750 cours couverts au Canada. Public. Et donc, déjà, si on dit qu'on en ajoute 77, on voit à quel point on commence à faire une réelle différence. Bien évidemment, je veux revenir aussi sur l'Omnium Banque nationale qui a été un moment fort de cette année 2025. Je me souviens, avant le tournoi, je parlais du fait que, on allait se rappeler longtemps de 2025, que ça allait s'inscrire comme une date importante dans l'histoire de notre tournoi. Je pense que on peut l'affirmer maintenant que le tournoi s'est terminé, non pas seulement parce qu'on vivait cette transition-là vers
un tournoi avec maintenant 12 jours de tableau principal, mais bien évidemment aussi et surtout parce que on a la jeune Victoria Mboko qui a marqué l'histoire en devenant la première joueuse canadienne à remporter le titre en simple ici à Montréal. Elle nous a tous inspirés. Pour moi, plus que jamais, je pense que ça a démontré à quel point le sport avait cette capacité-là à rassembler. Et on peut dire que ça nous fait du bien lorsqu'on est capable de vivre ces moments-là, tout le monde ensemble. C'est fou à quel point, encore aujourd'hui, je croise des gens dans la rue qui me parlent de l'Omnium Banque Nationale, qui soit étaient au rendez-vous en personne ou qui ont suivi le tournoi à la télé. Mais je pense que, ce que je vois, c'est que l'intérêt est là. Et qu'on a cette fierté-là aussi ici d'être capable justement de développer des joueurs qui après ça sont capables de performer comme l'a fait Vicky. J'ai parlé du modèle d'aujourd'hui, évidemment c'était le principal défi pour nos équipes. Et je pense qu'on peut dire que ça a été bien relevé, mais je vous parlais de l'intérêt. La première bonne nouvelle, c'est justement que les gens ont été au rendez-vous et qu'on a eu des records d'assistance. Donc, lorsque j'ai fait le bilan de l'année 2025 à la fin du tournoi, j'annonçais évidemment un record d'assistance pour l'Omnium Banque Nationale à Montréal avec un peu plus de 287 000 personnes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les assistances ensemble des tournois de Montréal et de Toronto pour en faire donc un Masters 1000 combiné, un peu comme ce qu'on a par exemple à Cincinnati ou encore à Indian Wells, on s'aperçoit que c'est le Canada qui a eu la plus importante assistance avec un peu plus que 504 000 personnes au total, ce qui nous place donc tout juste devant le tournoi d'Indian Wells et donc bien évidemment pour nous ça c'est quand même un beau succès et une grande fierté également. Modèle d'aujourd'hui, ça veut dire aussi un plus grand rayonnement pour les villes de Montréal et les villes de Toronto et pour le Canada évidemment, ne serait-ce que lorsqu'on regarde ce qui se passe du côté de la télé. On a parlé des belles codes d'écoute qu'on a eues sur le plan domestique avec les moments forts, que ce soit ceux vécus avec Victoria Mboko, mais également par exemple le dernier match d'Eugénie Bouchard. Mais étant donné que maintenant on passe à 12 jours de télédiffusion plutôt que les 7 qu'on avait auparavant, ça nous donne aussi, pour les tournois de Montréal et Toronto ensemble, 71,3 millions de codes d'écoute à travers le monde et plus de 28 000 heures de diffusion. Donc, je pense que ce n'est pas rien et ce rayonnement-là, évidemment, il est très important. 2025, premier pas très significatif, je dirais, vers l'égalité des bourses également. On en parle souvent et j'ai bien hâte d'y arriver à cette édition 2027, prochaine fois que les femmes seront du côté de Montréal et qu'on pourra célébrer l'égalité des bourses. Mais déjà c'était un pas dans la bonne direction et donc on va continuer d'avancer jusqu'à temps qu'on atteigne notre objectif en 2027. Plusieurs Canadiens aussi qui ont pu participer au tournoi et ça, ce n'est pas banal. Donc, au total, on avait 12 femmes dans le tableau principal à Montréal, 11 hommes du côté de Toronto, donc pour un total de 23. Et c'est aussi à ça que ça sert l'Omnium Banque Nationale, d'offrir plus d'opportunités finalement de développement. Et après ça, j'ai envie de dire, qui sait ce qui peut arriver, parce que la preuve, c'est qu'une joueuse comme Victoria Mboko a évidemment pu bénéficier d'un laissez-passer pour le tableau principal avant finalement de se rendre jusqu'au bout. En parlant un petit peu de nos tournois, justement, et à quel point ces tournois-là professionnels peuvent servir d'outils de développement, du côté des tournois professionnels, deux nouvelles importantes en 2025, soit l'ajout d'un Challenger 125 du côté de Québec dès l'an prochain. Ce sera
tout de suite après l'Omnium Banque Nationale. Très heureuse évidemment qu'on puisse ramener du tennis de très haut niveau du côté de Québec. Je pense que ils ont une place assez stratégique aussi dans le calendrier, ce qui devrait nous donner un tournoi très très relevé, un tournoi qui permettra en fait d'accueillir même potentiellement des joueurs qui perdraient au premier tour de Cincinnati, qui voudraient ajouter quelques matchs avant de se rendre à New York. Donc j'ai bien hâte de voir ces matchs-là sur les terrains du PEPS de l'Université Laval à travers le nouveau projet aussi sur lequel il travaille et qui sera ouvert très très bientôt, ce nouveau centre de tennis. Et retour aussi d'un challenger qui a déjà connu énormément de succès, soit celui de Vancouver, avec un tournoi combiné, là aussi donc un ATP 125, mais également un WTA 125. Ils ont pris une pause étant donné des travaux, des rénovations au club qui accueillait ce tournoi-là. Mais je pense qu'encore là, c'est une bonne nouvelle, surtout pour les athlètes d'ici qui peuvent voir donc d'autres belles opportunités là, d'aller chercher de précieux points, de jouer à la maison et pour certains, miser aussi sur une nouvelle expérience. Je vais laisser évidemment Guillaume revenir sur les performances là, extraordinaires de nos athlètes. Oui, chez les professionnels, il nous parlera sûrement un petit peu aussi de ceux qui suivent derrière. Mais de mon côté, je pense qu'on peut dire plus que jamais que ce que je retiens de 2025, c'est qu'on a une belle profondeur. Une profondeur qui n'était probablement pas là il y a 20 ans, voire peut-être même il y a 10 ans. Et donc, si il y a quelques années, on se positionnait comme une nation de tennis émergente, je pense que maintenant, on peut dire qu'on fait partie des meilleures nations de tennis au monde. Et ça, ce n'est pas rien pour un pays comme le Canada. Et je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 54 titres au total remportés sur les circuits professionnels, 130 titres remportés sur le circuit junior, 6 joueurs qui sont présentement classés dans le top 50, 9 joueurs dans le top 200 qui ont réussi à atteindre leur meilleur classement dans cette année 2025 et surtout ce positionnement-là du Canada comme troisième meilleur pays pour ce qui est du nombre de titres remportés par pays, autant sur le circuit de l'ATP que de la WTA. Donc, derrière tout ça, je pense qu'on a un engagement commun parce que c'est évidemment le travail finalement de tout l'écosystème, que ce soit donc nos équipes, nos partenaires, nos bénévoles, les entraîneurs, toutes les communautés vraiment qui portent ce sport-là avec passion. Donc, j'ai envie de les remercier. Et je terminerai en fait en vous disant que je pense qu'on peut dire plus que jamais, donc en regardant les résultats de 2025, que le tennis est en bonne santé, qu'on avance dans la bonne direction et qu'on a un rôle important à jouer, autant pour la participation, pour l'accessibilité, pour l'équité et la compétitivité aussi à l'international. Merci. Merci beaucoup, Valérie. J'inviterai maintenant M. Guillaume Marx à partager un peu ses réflexions justement sur le volet haute performance de cette saison. Et Marc, merci Valérie. Bonjour à tous. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver comme chaque année. C'est un rendez-vous maintenant pour faire le bilan. Bien évidemment, une année très faste pour le tennis canadien. Je pense que Valérie en a commencé à en parler, avec 10 titres sur le circuit professionnel. Nous avons, je pense, la main sur nos programmes et sur les choses que l'on veut faire au plus haut niveau, les programmes, les objectifs et les objectifs de progrès avec tous nos joueurs. I'll just make an introduction in English and then I'll keep continuing in French after. So a great year for Canadian tennis with 10 titles on the WTA and ATP Tour. And I believe we are hands-on and we have the control of the programs that we are running to make a success of Canadian tennis as of now. On est un an après, we are one year later. Je me souviens de ce qu'on avait dit l'an passé, des objectifs de chacun.
Alors je vais reprendre un peu les joueurs, où est-ce qu'ils en sont. Il y aura sûrement des questions après, mais je vais faire un peu le tour de tous les joueurs un peu plus en détail, et puis on en discutera probablement. Le retour de Félix dans le top 5, c'est vraiment quelque chose de majeur. On en avait parlé l'an passé, alors qu'il avait peut-être connu une saison assez difficile. C'était son objectif, il voulait retourner dans le top 10, et c'est mission accomplie pour Félix. Un début d'année avec des tournois gagnés, des 250 gagnés, des difficultés sur des plus gros tournois sur la première partie de l'année, et la deuxième partie de l'année qui était vraiment exceptionnelle avec la finale à Paris, demi-finale à l'US Open. Top 5, Félix il est en embuscade, je dirais. Il est derrière, il a battu tout le monde qui est derrière Alcaraz et Sinner. Donc Félix il est là, il est en embuscade. S'il y a une ouverture, on est confiant, il est là. Meilleure victoire cette année pour Denis aussi, un ATP 500 remporté à Dallas en début d'année. Il a battu 3 top 10 lors de cette semaine-là. Ça montre tout son potentiel. On espère encore plus de régularité de la part de Denis pour se maintenir au plus haut niveau. Une conversion, quelque chose de majeur pour nous, l'arrivée de Gabriel Diallo dans le top 50 avec un titre ATP sur herbe, vraiment une réalisation exceptionnelle avec un staff de Tennis Canada, Martin Laurando, François Ramon Gissioa en fitness. C'est vraiment quelque chose dont on peut être fier. Gabriel est monté aux alentours de la 30e place, finit l'année 40e. C'est vraiment quelque chose de majeur pour lui. 2 titres pour Leila. Avec l'année de Victoria, c'est peut-être passé un petit peu plus inaperçu, mais tout de même 2 titres, dont un WTA 500 à Washington. Donc une année vraiment très bonne pour Leila, qui est pareil, qui est revenue à son plus haut niveau, 22e mondial. Elle est là, elle a dû soigner son corps en fin d'année. C'est pour ça qu'elle était absente au Mexique pour la Beijing King Cup, mais son intervention s'est bien passée et on est vraiment confiant pour elle pour l'année prochaine. 2e titre à l'US Open pour Gabriela Dabrowski. Ça aussi, ça passe des fois un peu plus sous le radar, mais Gabriela est quand même en train de se constituer un des plus beaux palmarès du tennis canadien. C'est quand même à noter. Et puis notre nouvelle numéro 1 canadienne, évidemment, Victoria, une histoire quand même assez exceptionnelle, une explosion au plus haut niveau, quelque chose qu'on voyait peut-être venir, mais pas aussi rapidement. Donc vraiment une année vraiment exceptionnelle, chargée, je dirais, en émotions. C'est pas tous les ans qu'on va vivre ça. J'imagine que vous-même, en regardant ça, vous avez peut-être vécu quelque chose de spécial. En tout cas, je suis dans le tennis depuis longtemps et c'est pas tous les ans qu'on vit des moments et des apparitions comme ça et des tournois comme ça vraiment exceptionnels. Je félicite évidemment toute l'équipe qui a travaillé avec elle, tout notre staff, Noël Van Lotum, Nathalie qui est ici, nos préparateurs physiques qui sont avec elle. Je pense que le plus grand cadeau qu'elle a pu nous faire, je pense qu'elle a décuplé la motivation de toutes les équipes. Je pense que ça c'est clair. Quand tu vois une équipe, quand tu vois ce qui se passe, le potentiel, ce qu'on est capable de réaliser, même si on n'a pas un bassin de joueurs énorme et qu'on est capable de faire ça, je pense que ça motive, ça a décuplé complètement la motivation de toutes nos équipes. Donc pour résumer, sur la partie haute, donc transition et professionnelle, 2 conversions dans le top 50, Gabriel et Victoria. Notre objectif, c'est vraiment de rester ambitieux. On pense qu'on peut refaire la même chose, 2 nouvelles apparitions dans le top 100 l'an prochain. Nous avons 4 filles qui sont quand même bien placées aussi derrière, un peu de profondeur dans le groupe de transition. C'est très encourageant. On a un garçon qui est 130e. Ça va prendre 1 an, 2 ans, on ne sait pas, mais on investit aussi pour que ça se produise avec Liam Draxel. Le souhait véritablement pour les équipes professionnelles, c'est aussi de revenir en phase finale sur les compétitions par équipe. Nous sommes maintenus cette année. Je pense qu'on a des équipes maintenant qui sont aussi suffisamment solides pour refaire une apparition dans les phases finales. C'est notre objectif et puis on ne sait jamais une fois qu'on y est qu'est-ce qui peut se produire.
et continuer vraiment notre investissement, notre suivi sur les joueurs de NCAA qui sont en transition, ceux qu'on peut appeler communément les late bloomers, qu'on ne voit pas trop venir, mais qui sont là et qui peuvent vraiment faire des performances. Je pense notamment à deux filles qui sont Kayla Cross et Carson Brunson aussi, Kayla Cross et tu vas m'aider, Cadence Brace, qui sont des filles qui sont capables aussi de faire une percée dans les mois et dans les années à venir. Sur le plan junior, je pense que ça a été marqué pour nous, pour le retour dans les tournois majeurs. Ça a été un investissement pour nous ces dernières années avec des difficultés après le Covid sur notre présence sur les grands chelems. Cette année, nous avions deux joueurs, un joueur qui ne jouait pas les juniors mais qui a joué un grand chelem, Nicolas Arsenault, et Nadia Lagaef, qui est maintenant présente sur ces tournois-là. C'est vraiment l'année un peu de reconnexion pour nous sur le plus haut niveau, à ce niveau-là. Nous avons 8 joueurs au NTC cette année, plus une dizaine de joueurs qui sont suivis par Hugo qui est là et par les entraîneurs, Zach, les entraîneurs de Sandrick, les entraîneurs du NTC pour suivre les joueurs à temps plein du centre et la dizaine de joueurs qu'on suit à temps partiel et qui sont dans ce qu'on appelle le groupe international. Donc nous, c'est vraiment pareil, l'objectif il est clair, on avait indiqué l'an passé, là, c'est de réinvestir dans ce circuit junior avec les 2 joueurs que l'on a là, et en janvier nous aurons 3 ou 4 joueurs de plus à l'approche du top 100. Amélioration dans le pipeline, j'aimerais finir avec ça, avec Jocelyn qui est ici et qui travaille sur ce dossier depuis vraiment la sortie du Covid et puis notre reconstruction. Cette année, entre 14 et 18 ans, pour vous donner une idée, nous avons 7 joueurs qui atteignent des standards internationaux et donc 4 qui sortent cette année du pipeline U15. Et donc pour nous, c'est encourageant. On va continuer à investir sur ces groupes-là, créer peut-être davantage encore de groupes d'élite, aller chercher des standards encore plus élevés si c'est possible. Mais les programmes sont en marche. Pour finir, je dirais que l'objectif dans le pipeline et dans les petites catégories, ça va être vraiment aussi à l'avenir, maintenant que la structure est vraiment bien en place, ça va être d'investir davantage dans les plus petits, dans les 8 à 10 ans, et revoir, c'est un objectif majeur de Tennis Canada pour les années à venir avec Valérie, avec tout le département de tennis développement pour améliorer la structure de compétition, améliorer l'accès des plus jeunes et des Jocelyn dans le pipeline pour accélérer la prise en charge de ces joueurs. Actuellement, nous faisons beaucoup d'actions avec les provinces, ce sont nos partenaires sur ce projet-là. Et le but, c'est vraiment d'améliorer la compétition et toutes les incitatifs pour que les jeunes jouent davantage et plus d'opportunités de jouer au tennis. Donc un gros projet pour nous, pour l'année à venir et pour aider le pipeline. Et pour moi, ça fait le tour. Merci.